Monsieur le Président, Monsieur le Vice-maire, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations à l'Université Khaled Ayad pour nous avoir offert aujourd'hui l'hospitalité de parler et de débattre d'un sujet aussi complexe que celui des changements climatiques. Et je suis particulièrement heureux d'avoir ce contact avec les jeunes, parce que finalement, lorsque nous parlons de changement climatique, nous parlons de solidarité avec les générations futures. Donc c'est cette génération qui portera le flambeau de la gestion du monde demain. Et c'est dans ce temple de la connaissance et du savoir que nous devons prospecter tous ensemble ce champ de la connaissance qui est un champ illimité, un champ infini, tout en ayant cette humilité d'essayer toujours d'apprendre et de comprendre, comme le disait l'un des éminents physiologistes, l'immense Claude Bernard, qui disait « c'est ce que nous croyons comprendre qui nous empêche d'apprendre ». Donc nous sommes devant une complexité qui nous interpelle pour essayer d'intégrer toutes les vérités que la science, que l'université, que toutes les zones de savoir produisent, pour les intégrer dans notre démarche, parce que ce que nous prenons comme vérité est en fait une succession de vérités provisoires et que nous devons toujours avoir cette soif et cette curiosité d'apprendre d'une façon permanente. Les changements climatiques, comme vous le savez, est un sujet complexe. Il l'est d'abord parce que ça fait plusieurs décennies que la communauté internationale discute. Depuis 1990, avec la première réunion du GIEC, dans laquelle il y avait un certain nombre de suspicions et de relations entre les gaz à effet de serre, entre les activités humaines et les changements climatiques. Mais plus loin que cette date, il y avait surtout cette rencontre de 1968 du Club de Rome qui, pour la première fois, tirait la sonnette d'alarme. Nous sortions alors des Trente Glorieuses, dans lequel le monde semblait être lancé dans une spirale de croissance. Mais ce Club de Rome a attiré surtout notre attention que la croissance n'est pas infinie et qu'il était probablement utile de se poser la question sur nos modèles de croissance qui ne sont probablement pas compatibles avec la finitude des ressources naturelles et qu'il fallait probablement opérer une reconversion avant qu'il ne soit trop tard. La première conférence qui a suivi, donc à Stockholm en 1972, la première conférence des Nations Unies, c'était justement autour du climat, autour des changements, d'une façon générale, autour de l'écologie et de l'environnement. Et cette année est une année importante parce que c'est pratiquement l'acte de naissance de toute l'écologie politique. C'est à partir de cette date qu'il y a eu donc un certain nombre de courants qui ont essayé de donner cette touche écologique donc dans les projets de société d'une façon générale. Dans cette époque-là, il faut se rappeler que considérer que les dégradations faites à l'environnement étaient un mal nécessaire et que pour croître, on ne pouvait ne pas polluer, ne pas dégrader et qu'il suffisait de réparer pour s'acquitter et pour avoir bonne conscience. L'histoire allait montrer qu'il était possible de se développer autrement et qu'il était possible de ne pas dégrader et qu'il était possible de trouver donc des modèles qui peuvent être respectueux de ces équilibres des écosystèmes d'une façon générale. Un long cheminement s'en est suivi de 72 jusqu'à Rio 92, 20 années. Et dans ce débat, le monde s'est mis donc d'accord autour d'une définition du développement durable. Le développement durable qui n'est rien d'autre que la zone de rencontre de trois éléments essentiels, c'est-à-dire de créer les richesses et d'assurer la croissance économique, mais en même temps respecter les équilibres écologiques. Et le troisième élément qu'on oublie souvent, c'est l'aspect social, pas uniquement en termes de disponibilité de ressources naturelles, mais aussi en termes d'accessibilité. Donc il s'agit de faire les arbitrages entre ces trois composantes pour définir la zone du développement durable. Il est entendu qu'aucun projet n'est neutre par rapport à l'environnement.
mais il s'agit d'opérer donc des arbitrages pour choisir les meilleurs espaces qui sont les moins nocifs pour l'environnement et d'assurer justement ce développement durable. 92, 3 conventions essentielles ont été adoptées. La Convention sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification. C'est cette triangulation qui allait donc consacrer pratiquement l'essentiel des efforts de la communauté internationale. Mais malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été consentis, loin était d'inverser les tendances et tous les clignotants ont continué à rester au rouge. D'abord en 2002, le sommet du développement durable à Johannesburg, et qui allait montrer que la dégradation des ressources naturelles et l'écologie continuaient à subir des dégradations et qui risquaient de devenir irréversibles. Rappelez-vous de cette phrase de Jacques Chirac qui disait déjà à Johannesburg en 2002 « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». D'autres réunions, notamment celle de Nagoya en 2010 sur la diversité biologique, allaient montrer que la dégradation de la biodiversité continuait de façon parfois catastrophique. Et c'est probablement à partir de 2010 qu'on se posait la question sur probablement cette approche qui n'était pas la bonne, d'avoir des lectures linéaires, séparées, fragmentées entre les 3 conventions. Il n'est pas possible de parler de lutte contre la désertification sans parler du changement climatique, et il n'est pas possible de parler de diversité biologique sans parler de protection des habitats, donc de préservation des terres et des écosystèmes. Parce que dans cette Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, on s'est beaucoup attardé sur les intérêts qu'il faut accorder à telle ou telle espèce. L'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, établit chaque fois et chaque année une liste rouge des espèces disparues, des espèces menacées. Mais est-ce qu'il est utile de dresser une telle liste sans tenir compte d'une liste rouge des écosystèmes? Une espèce n'a aucun sens si on la sépare de son habitat. À moins qu'on continue à faire de la restauration ex situ, c'est-à-dire à élever les espèces en dehors de leur habitat naturel, mais je crois que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est que ces centres d'élevage ou de reconstitution de noyaux fondateurs dans un certain nombre, notamment de jardins zoologiques ou botaniques, ils ont pour objectif principal de réintroduire ces espèces dans leur milieu d'origine. Donc il était devenu nécessaire d'avoir une lecture superposée de ces 3 conventions, et c'est probablement à partir de cette approche qu'on peut se poser aussi la question sur les liens entre les approches thématiques, c'est-à-dire celles qui s'adressent à des ressources naturelles, l'eau, les terres, l'énergie, les approches sectorielles, sécurité alimentaire, agriculture, urbanisation, tourisme, industrialisation, et puis la 3e approche qui me paraît la plus essentielle, qui devient incontournable, c'est l'approche territoriale. C'est dans l'approche territoriale, dans la définition de ces écorégions, les écozones, ou même à l'échelle d'une ville, les écoquartiers, qu'on arrive à définir une lecture superposée de toutes ces conventions pour leur donner du sens. En d'autres termes, chaque écorégion doit être définie à travers ses fragilités, ses vulnérabilités, ses potentialités, et c'est à partir de cette entrée territoriale que l'on fabrique les projets ou les plans de développement sectoriels, et à travers ces plans sectoriels qu'on s'intéresse à des ressources et pas l'inverse. Nous sommes actuellement dans une logique inversée. C'est-à-dire, lorsqu'on s'intéresse à l'eau, je crois qu'on a appris énormément. Les acquis dans ce domaine sont énormes. Le Maroc en est un exemple. Depuis les années 60, avec la mobilisation des eaux superficielles, avec cette politique visionnaire de Sa Majesté Hassan II, pour la construction des grands barrages, nous sommes actuellement pratiquement à 140, avec pratiquement 18 milliards de mètres cubes de mobilisés. Mais cette époque des années 60 doit être lue
pas avec le regard de 2016, parce que les choses doivent être contextualisées, mais le temps est venu maintenant, parce que les ressources sont devenues plus rares. Dans les années 60, nous étions dans une position relativement confortable. Nous avons glissé entre-temps vers le stress hydrique, c'est-à-dire avec une diminution du nombre de mètres cubes d'eau par habitant, et nous glissons vers la pénurie, c'est-à-dire à moins de 500 mètres cubes par habitant. Donc quand vous faites des plans sectoriels, quand vous faites l'addition des ressources naturelles qu'il vous faut, vous n'avez pas le compte des ressources disponibles pour faire ces plans sectoriels. D'où dès le départ, l'approche qui doit être basée sur une forme d'arbitrage entre les meilleures valorisations possibles de ces ressources naturelles pour en tirer le meilleur profit pour la collectivité nationale, mais en même temps pour essayer de préserver les équilibres des écosystèmes. Parce que tout ce que nous pouvons dégager comme valeur ajoutée en le prélevant sur les écosystèmes, c'est une forme de décapitalisation des actifs écologiques. Et en décapitalisant, nous pouvons livrer donc des territoires entiers à la désertification. Donc le temps est venu de voir cette approche et surtout de se dire que les changements climatiques n'expliquent pas tout. Les changements climatiques peuvent être des initiateurs d'un certain nombre de déséquilibres, c'est certain, mais ils sont souvent les amplificateurs de phénomènes préexistants, de phénomènes structurellement défaillants dès le départ sur la gestion de l'espace. L'apparition de ces dysfonctionnements devient beaucoup plus visible lorsque nous sommes dans une situation de tension socio-spatiale. Donc c'est à travers cette approche qu'il faudrait regarder donc les plans de développement, les modèles de développement, parce qu'en fait il s'agit de cela. L'accord de Paris de décembre 2015 est un tournant historique. C'est un succès diplomatique dans lequel il y a un certain nombre de décisions importantes, notamment en fixant un certain nombre d'objectifs, de limiter les températures à la fin du siècle au plus à 2 degrés, si possible à 1,5 degré, parce que 2 degrés c'est déjà beaucoup trop pour les petits États insulaires. Il y aura, parce que beaucoup sont sur la ligne de front, et il y aura des dégradations irréversibles pour ces États. Donc par rapport à ces décisions de Paris, la COP 22 de Marrakech va être la COP, comme cela a été déjà rappelé tout à l'heure, la COP de l'action. La COP de l'action, la présidence marocaine a établi un certain nombre d'axes fondateurs. L'axe fondateur d'abord, le premier, c'est le financement. Cela a été dit, on ne peut pas concevoir de projet si on n'a pas le financement nécessaire pour essayer non pas de faire des projets à titre confidentiel sur des niveaux qui ne peuvent pas inverser les tendances, mais des projets qui ont une dimension susceptible d'inverser les tendances. Alors par rapport à cela, ce financement qui est prévu à partir de 2020 de 100 milliards de dollars par an a justement pour fonction de soutenir ces projets. Mais il ne s'agit que de flux financiers. Ce n'est pas des caisses d'argent, mais ce sont des flux financiers. On va comptabiliser toutes les ressources qui vont vers les modèles de développement durable. Cela veut dire que cet argent ira certainement en priorité aux projets les plus rentables, les projets où il y a une visibilité de retour sur l'investissement. Mais il restera tout le reste, c'est-à-dire l'adaptation. Et à travers cette adaptation qui constitue le deuxième axe de la présidence marocaine, et comment faire alors pour restaurer par exemple les terres qui se dégradent? À travers le monde, il y a à peu près 12 millions d'hectares qui se dégradent chaque année. 12 millions d'hectares qui sont retirés donc à la production et qui sont livrés à la désertification. Un des objectifs du développement durable des Nations Unies, stratégie 2030, c'est de restaurer minimum 20 millions d'hectares par an. Et ces 20 millions d'hectares par an, c'est uniquement pour garder la neutralité dégradation des sols. Neutralité dégradation des sols, c'est-à-dire de stabiliser la situation et éviter qu'elle n'empire. Donc si on veut être dans une trajectoire vertueuse, il faut en restaurer beaucoup plus. Mais qui va investir dans la dégradation des sols? C'est là justement où il faudrait avoir l'ingéniosité d'avoir des financements innovants, des combinaisons de financements entre les financements publics, les financements privés,
le mécénat, la philanthropie, pour essayer de donner corps à ces processus d'adaptation. Donc le financement, c'est le nerf, c'est le moteur de cette action. L'adaptation en est un autre. Et puisque la COP22 se tient en Afrique, il est évident que cette COP doit avoir une sensibilité particulière pour les pays du Sud, pour les pays africains, pour les petits États insulaires. Et cette adaptation, justement, passe par un certain nombre d'actions majeures. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est la combinaison donc, de l'eau, des terres, de la technologie et du financement. Donc il va falloir travailler intensément pour justement assurer la sécurité alimentaire. Parce que derrière la sécurité alimentaire, c'est la sécurité tout court qui est en jeu. Parce que dans la sécurité alimentaire, lorsqu'elle est défaillante, il va y avoir des facteurs d'expulsion, parce que les gens qui quittent leur sol, des sols qui sont devenus incultes, qui sont devenus déserts, ils partent parce qu'il y a des facteurs d'expulsion et pas nécessairement d'attraction. Donc il s'agit de restaurer ces espaces et de travailler donc dans ce domaine de la sécurité alimentaire. Et le Maroc est porteur d'une initiative majeure qui est le triple A, l'adaptation de l'agriculture pour l'Afrique, et pour lequel je pense qu'il y a un certain nombre d'expertises marocaines qui peuvent servir de moteur dans la coopération sud-sud. Il y a un savoir-faire dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'agriculture, et dans ce cadre-là, il est possible de développer justement à partir de Marrakech cette volonté de travailler vers le sud et surtout aussi de donner corps à la profondeur africaine de la politique de Sa Majesté en direction des pays du Sud, parce que l'Afrique constitue un réservoir, une niche de développement et dans lequel on peut assurer le développement de l'Afrique pour les Africains et par les Africains. Donc cette sensibilité pour l'adaptation envers le Sud, il y a beaucoup d'autres exemples qui seront donc initiés à Marrakech, mais c'est l'un des points majeurs. Mais lorsqu'on a parlé de financement et d'adaptation, il reste l'essentiel. Parce que demain, pour avoir un projet éligible, un projet qui réponde aux critères pour mobiliser ces financements, il faut avoir les capacités humaines et institutionnelles pour construire ces projets. La formation des capacités est un axe central de toute action. C'est à travers justement ce débat que le Maroc a construit ce que nous appelons le 4C, c'est-à-dire le Centre de compétences pour les changements climatiques, et qui à New York, donc au mois de septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur la semaine du climat, il y a une initiative marocaine qui permettait justement de mettre en réseau tous les centres de compétences à l'échelle africaine, mais également à l'échelle intercontinentale, pour essayer de mutualiser ces compétences, de donner corps, pour essayer de soutenir les pays du Sud, pour que leur projet ne soit pas uniquement le produit d'expertise externe, temporaire et ponctuelle, mais qui soit dirigé, qui soit construit par des Africains et qui vont avoir la mission essentielle de traduire ces NDC, donc ces contributions pour l'atténuation des changements climatiques, pour les traduire en politique domestique, en politique nationale, qui permettent justement de construire ces modèles de développement dont nous parlons souvent. À travers cette mobilisation, la formation des capacités, financement et adaptation, il y a évidemment la gestion des risques. Parce que quelles que soient les décisions, il y a une inertie climatique telle que l'inversion de la courbe ne se fera qu'après plusieurs décennies. Mais en attendant, il faut avoir des plans d'action. Et pas uniquement la gestion du risque, ça ne veut pas dire uniquement les alertes précoces, mais la construction de véritables plans nationaux qui permettent de juguler justement ces événements extrêmes, les sécheresses, les inondations, les déplacements de terrain, les érosions, etc. Donc dans la gestion du risque, là aussi le Maroc est porteur d'un certain nombre d'initiatives, notamment au niveau des forêts méditerranéennes, notamment au niveau des bassins versants contre l'érosion et la protection des barrages. Et je pense que c'est un créneau qui est extrêmement important et qu'il faudrait travailler. Et enfin, le cinquième axe qui est important, c'est le transfert de technologie, parce que, quels que soient les projets, les financements, la formation des capacités, ou la gestion du risque, il faut avoir les technologies appropriées pour essayer justement de se situer
dans ce modèle de développement et qui sera construit dans les pays du Sud qui, cela a été rappelé tout à l'heure, subissent de plein fouet les effets des changements climatiques et qui n'ont aucune responsabilité historique de ce qui arrive à la planète Terre. Donc, par rapport à ces orientations majeures, nous devons nous réjouir surtout que l'automne 2015 nous a apporté non seulement l'accord de Paris, mais surtout les objectifs du développement durable et qui sont fondamentaux parce qu'à travers les 17 objectifs des développement durable, stratégie 2030 des Nations Unies, il y a 169 cibles et qui pratiquement traitent de tout. Ils traitent de la lutte contre les exclusions, la lutte contre la pauvreté, le développement inclusif, c'est-à-dire de ne laisser personne sur le bord de la route. Le train qui est parti de Paris ne doit laisser personne sur le quai. Il faudrait justement, pour construire cette solidarité, il faudrait qu'il y ait justement ces objectifs du développement durable dans un cadre solitaire. L'adaptation est un acte de solidarité entre le Nord et le Sud. C'est un acte de responsabilité du Nord vis-à-vis du Sud. Mais c'est aussi, ces ODD constituent un procédurier, un mode de conduite qui nous permet justement d'assurer cette solidarité intragénérationnelle. Il est illusoire de vouloir construire les solidarités intergénérationnelles sans avoir la solidarité intragénérationnelle. Donc il devrait s'agir de prendre tous les plans de développement, ces modèles de développement, de telle sorte à reconstruire le lien social, de telle sorte à construire justement cette destinée commune et qui permet aux générations actuelles de préserver le futur et l'avenir des générations futures. Parce que le prix Nobel d'économie Jean Tirole disait justement de cette gestion du bien public, parce qu'il s'agit de la gestion d'un bien public que nous avons au partage, mais souvent lorsque nous parlons des efforts à consentir pour les changements climatiques, on a ce syndrome du passager clandestin, c'est-à-dire celui qui dit « les efforts qu'on me demande sont énormes, les coûts sont très élevés, ils sont immédiats, ils sont locaux, et les effets et les bénéfices sont lointains, ils sont globaux ». Donc c'est à travers cette philosophie justement qu'il s'agit de neutraliser, qu'il faudrait construire cette solidarité sociale, cette solidarité spatiale, parce qu'il y a des zones qui sont pourvues et d'autres qui ne sont pas qui sont dépourvues. Lorsque l'eau, par exemple, part du Moyen Atlas et qui part dans les périmètres irrigués, il y a une valeur ajoutée qui se dégage, par exemple, dans les périmètres irrigués, mais nous ne pouvons pas tout simplement demander aux gens de la montagne d'être les gardiens de cette ressource sans qu'ils aient en retour, dans la philosophie du partage, une restitution d'une partie de cette valeur ajoutée. Donc cette solidarité spatiale, elle est fondamentale. La solidarité sociale également. Donc c'est à travers cela que nous pouvons construire sur des territoires ce lien qui permet justement de construire des modèles de développement viables. Donc il s'agit en dernier lieu d'assurer cette approche globale, parce que très souvent on essaie de découdre les problèmes parce qu'ils sont compliqués, mais la complication maintenant c'est le défi du siècle. Notre défi majeur c'est de gérer la globalité et la complexité. Et la complexité, il faut la traiter. Il y a Paul Valéry qui disait que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est complexe est inutile, inutile dans le sens inutilisable. Mais entre le simple, c'est-à-dire le faux, et là nous sommes par exemple, lorsque nous traitons de façon linéaire, nous sommes dans le simple. Et le complexe qui est difficile à appréhender, entre le complexe et le simple, il y a un espace dans lequel justement tous les acteurs ont un rôle à jouer, l'université par exemple, et qui permet de faire avancer ce débat pour essayer de faire que le développement est global et pas un développement segmenté, parce que la logique du développement global et intégré, elle s'oppose à la logique des plans sectoriels. L'intégration n'est pas la somme des plans sectoriels. Les plans sectoriels doivent être les déclinaisons d'une vision globale. Et c'est à travers cette approche que nous avons justement ce défi d'essayer de lier les changements climatiques aux objectifs du développement durable. Et nous avons une responsabilité importante, notamment au niveau de la COP22 à Marrakech,
ces attentes d'ailleurs qui ont été générées par les accords de Paris et que nous devons relever parce que tout le monde nous attend et le temps est très court. Nous sommes probablement la dernière génération qui a encore la capacité d'agir. Parce que demain, il sera trop tard. Donc nous devons activer à la fois en rythme, en intensité et en vitesse pour justement maintenir cette mobilisation de Paris, et qui était donc une mobilisation consensuelle. Et il faut garder cette universalité parce qu'on voit beaucoup de gens se réjouir en disant « nous avons ratifié ». Je crois que c'est une prouesse extrêmement importante d'avoir ratifié. L'accord de Paris va entrer en action. Mais il ne faut pas se démobiliser. Il faut que tout le monde ratifie, pas 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris, justement, a un souci de fondamental, c'est qu'il est universel, équilibré et équitable. Universel, ça veut dire qu'il faudrait donner la chance à tous les pays de ratifier, parce que parfois il y a des procédures complexes, parfois il y a des difficultés pour faire cette ratification, et c'est pour ça que cette CMA 1, donc la première réunion donc, du groupe qui se fera sous le parapluie de l'accord de Paris, est un acquis fondamental, est un acquis historique, parce que jamais une telle convention n'a eu autant d'unanimité d'abord, et deuxièmement, une ratification dans l'année qui a suivi l'accord de Paris. Le protocole de Kyoto, il fallait 7 ans pour le ratifier. 7 ans. Et encore, c'était une autre configuration qui était plus simple, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne figuraient pas dans ces engagements. Donc 7 ans, nous sommes pratiquement 8 mois après l'accord de Paris, la ratification a été faite. Mais c'est un acquis historique énorme. Mais il faut continuer, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et je crois que nous avons la mission essentielle de garder ce caractère universel parce que les changements climatiques est une offre collective de toute la collectivité internationale et pas d'un club de pays. Donc continuons et je pense que le rythme maintenant de ratification continue, nous sommes au-delà des 80 déjà. Donc il faut continuer cet exercice et je pense qu'il faudrait saluer à la fois la présidence française COP21 et qui a travaillé dans une collaboration totale avec la COP22, présidence montante marocaine. Et je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Souvent on dit que, on cite cette citation de Mandela, tout seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller plus loin. Merci.